mer pour retrouver les 5 commandos marins portés disparus depuis vendredi soir. Et puis, qui sont ces fameux commandos marins? Réponse dans ce journal. Accident mortel de 6 kilos. Un an après, notre correspondante à Kaffrine est retournée sur le site de la catastrophe et a retrouvé des témoins. Et puis, nous verrons si les 22 mesures prises par le gouvernement après cet accident ont porté leurs fruits. Élection présidentielle du 25 février prochain. Faut-il reporter le scrutin en raison des nombreux problèmes notés dans le parrainage? Vous entendrez l'avis de spécialistes dans un instant. À suivre également notre large dossier consacré à ce sujet. À la fin de cette édition, le journal de la CAN, à quelques jours de la compétition. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. D'abord, la disparition de 5 commandos marins sénégalais, c'était vendredi soir. Vous le savez, les recherches se poursuivent toujours avec le patrouilleur de haute mer, le Fouladou, qui a pris la relève du Wallo. Sans résultat pour l'instant, l'armée a envoyé des délégations auprès des familles des disparus. Ce matin, nous vous parlons de ces commandos marins. Quelle est leur spécificité dans l'armée sénégalaise? Élément de réponse avec Fama John. Également appelés forces spéciales, les commandants marins sont surentraînés pour réagir dans plusieurs types d'opérations. Arraisonnement de bateaux, que ce soit pour une menace terroriste, trafic suspect de stupéfiants ou encore de migrants, tentative d'immigration irrégulière, libération d'otages en mer, entre autres. Et ces commandos marins constituent l'élite de la marine. Ainsi, ils sont chargés de réaliser les missions complexes. Chaque navire de haute mer est équipé de Zodiac, encore appelé vedette, plus rapide, capable d'appréhender, d'intervenir, de mettre au respect de probables bandits en haute mer. Donc, une fois que le navire de haute mer identifie la menace, le contact radio est établi. Et si le bateau suspect refuse, la vedette est chargée de le poursuivre. Fama John, un an après, nous sommes retournés sur le site de l'accident de 6 kilos qui avait fait, je vous le rappelle, plus de 40 morts. Notre correspondante dans la région a retrouvé des témoins dans le village. Elle revient sur l'événement à travers les témoignages de ces personnes. Je vous propose d'entendre son reportage. 12 mois sont passés, mais les souvenirs restent vifs dans la mémoire des habitants de 6 kilos. Ils sont marqués par la tragédie. 6 kilos est toujours en deuil. Je suis encore sous le choc. Il sera difficile d'effacer ces images de ma mémoire. Une nuit horrible et les souvenirs seront très difficiles à effacer des mémoires. Imam Karamoho Diaby décrit une situation inédite. Cette nuit-là, presque une trentaine de personnes mortes étaient allongées au bord de la route. Des blessés qui criaient parce qu'ils étaient coincés dans la voiture. Une situation vraiment catastrophique. Selon Imam Diaby, ce sont les habitants de 6 kilos qui ont secouru les premières victimes avant l'arrivée des agents de la 33e compagnie d'incendie et de secours, des sapeurs-pompiers de Kaffrine et des gendarmes. J'ai brusquement entendu le bruit des 2 voitures vers 3 heures du matin et ma première réaction avec les jeunes du village était d'aller sur les lieux pour aider les blessés avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent sur le lieu. C'était un moment inoubliable pour tout le village. L'accident de 6 kilos, une tragédie qui a touché les Kaffrinois et le Sénégal tout entier, poussant l'État du Sénégal à décréter 3 jours de deuil national et à prendre des mesures pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Ce 8 janvier, des séances de récital de Coran seront organisées à la mosquée de 6 kilos en guise d'hommage aux victimes de cet accident qui a occasionné plus de 40 morts et une centaine de blessés. Kaffrine, Radio Futur Média. Nous restons sur le sujet. Souvenez-vous, juste après cet accident, l'État du Sénégal avait pris une batterie de mesures pour tenter de juguler le phénomène des accidents graves. Eh bien, un an après, le bilan est positif selon les acteurs. Il y a moins d'accidents meurtriers. Mohamed Ali Mouba. D'emblée, Cheikh Omar Gaye commence par se féliciter de ce qu'il appelle la baisse drastique du nombre d'accidents. L'année 2023 s'est terminée sur une note plutôt optimiste. Cheikh Omar Gaye est
est directeur de l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière. Ça ne presse pas. En tout cas, avant la fin du mois de janvier, on pourra faire un point de presse, convier toute la presse et donc faire le bilan des accidents de l'année 2023. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, on a noté une baisse vraiment drastique du nombre d'accidents, malgré les trois, en tout cas, qui nous ont causé presque près de 100 morts. C'est l'accident de Sikilo, c'est l'accident de Sakal et l'accident de Ngensar. Ces trois accidents nous ont coûté près de 100 morts. Malgré ces 100 morts-là, nous aurons en tout cas des statistiques donc en baisse comparativement à l'année 2022. Ça, c'est une information. C'est sûr que donc les statistiques de 2023, malgré ces trois accidents, nous verrons vraiment une baisse comparativement à l'année 2023. L'essentiel des accidents a lieu durant la nuit. Conséquence, le gouvernement du Sénégal a interdit le trafic entre minuit et 6 heures du matin et réduit aussi le nombre de kilos de bagages, le fret. À l'époque, les transporteurs ont un peu grogné, mais tout le monde est vite rentré dans les rangs. C'est pourquoi Gora Homa de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal ne comprend pas que certains transports irréguliers en profitent pour prendre des parts de marché. Il y a une autre catégorie de véhicules qui n'ont pas le droit de faire le transport et qui font le transport pendant la nuit à notre place. Nous sommes désolés par rapport à cette mesure. La mesure doit être générale pour que tout véhicule transportant des personnes ne circule pas la nuit. Avant même les mesures, il y avait baisse d'accidents. C'est pourquoi je dis que l'accident de Sakal et de Sikilo avait vraiment bafouillé tout ce que nous avons fait. Mais depuis l'accident de Sikilo, il y a des améliorations. Pour vous dire vrai, il y a des améliorations pour que le code est respecté maintenant. Donc il y a responsabilité. Tout le monde a conscience, sache que l'accident n'en profite à personne. Au lendemain de l'accident de Sikilo, 23 mesures ont été édictées pour renforcer la sécurité. Au-delà de l'interdiction de circuler la nuit, il y a eu aussi l'interdiction d'importer des pneus usagés, la création d'une structure de contrôle routier et la limitation de la durée d'exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes et à 15 ans les véhicules transportant les marchandises. RFM, la radio de toute l'actualité. À 12h08, nous nous rendons tout de suite au siège du Conseil constitutionnel où certains candidats à la candidature à la présidentielle de 2024 sont invités à procéder à la régularisation de leur parrainage, tandis que d'autres introduisent des recours pour contester le rejet de leur dossier. Bonjour Mamadoussi. Bonjour Souleymane. Où est-ce qu'on en est de ces deux procédures? Alors, la deuxième que vous venez de citer, Aminata Touré, qui est venu accompagner donc, de l'ancien ministre de l'Intérieur, Aliou Ngouille, ils ont déposé donc, le recours au nom du collectif des 28 candidats spoliés. C'est l'opération qu'ils ont choisi. Ils demandent, entre autres, à la commission de réintégrer les parrains classés donc, dans la partie des personnes qui ne figurent pas donc, dans le fichier électoral. Aminata Touré, qui a porté donc la parole de ce collectif-là, a demandé également à ce qu'on arrête ce processus-là pour, dit-elle, régler donc certaines imperfections qui ont été notées, notamment donc durant le contrôle des parrainages. Elle ne comprend pas que même un membre donc du collectif, un candidat à la présidentielle, Mohamed Ben Diop, lui-même, qui s'est dit qu'il ne figure pas dans le fichier électoral alors que lors des élections donc, locales de 2022, il a eu à voter. Donc, Aminata Touré, elle soupçonne, entre guillemets, Souleymane en tentative, dit-elle, de vouloir faire des élections qui ne seront pas tenues donc, dans les normes. Voilà, ils viennent donc de finir cette déclaration-là. Ils ont déposé ce recours, mais le collectif ne compte pas s'arrêter là. Ils ont un plan d'action qu'ils ont promis donc de divulguer ça d'ici les temps à venir. Mais retenez que Aminata Touré a réaffirmé donc sa volonté de voir ce processus-là s'arrêter afin, dit-elle, donc de corriger certaines irrégularités Souleymane qui ont été notées durant les opérations de contrôle des parrainages. Les candidats également continuent donc d'affluer le Conseil constitutionnel pour déposer bien sûr le complément de parrain afin de régulariser certains doublons. Donc l'ambiance elle est comme ça au Conseil constitutionnel. Donc Souleymane, en gros, c'est ce qu'il faudrait retenir ce matin. Le recours donc du collectif des 28 candidats spoliés.
c'est l'appellation qu'ils ont utilisée, a été bien introduite ici au Conseil constitutionnel. Merci beaucoup Mamadou. Si en direct du Conseil constitutionnel, vous avez également tendu votre micro à Sidi Barafal, qui est le mandataire de Aminata Touré. Nous attendons gain de cause, parce que quand même c'est des griefs qui ont été notés et qui tiennent debout. Nous savons tous que le contrôle qui a été fait ici au niveau du Conseil constitutionnel laisse à désirer, avec un nombre incalculable de doublons et des gens qui ont voté en 2022 lors des législatives et qu'on déclare non identifiés dans le fichier électoral. Ça, c'est impossible. Vous avez vu le cas de Ben Diop, qui a voté lors des législatives 2022 et à qui on a dit ici au Conseil que vous n'êtes pas dans le fichier électoral. Donc c'est pas... Non, c'est un dossier béton. Il y a un recours qui a été fait et il y a aussi, qui sera déposé tout à l'heure, il y a aussi une plainte parce que quand même, c'est le travail de toute une équipe. C'est le travail de toute une équipe disséminée à travers le pays. Des techniciens qui ont sué pour quand même faire ce travail. Parce que les dossiers que nous amenons au Conseil, c'est le fruit d'un travail de milliers de personnes éparpillées à l'intérieur du pays. Le fichier électoral, véritable nébuleuse et pomme de discorde des candidats à la candidature pour la présidentielle de février 2024, crie à l'injustice. Ils ont décidé de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel, mais pour l'ancien député Théodore Chérif Monteil, le fichier électoral du Sénégal est bel et bien fiable. Il dénonce le manque d'honnêteté de l'État et des acteurs politiques. Anna Rocha. C'est un débat récurrent à la veille d'élections. Le fichier électoral au Sénégal est sujet à polémique et dans la course à la présidentielle de février 2024, les recalés et ceux admis au second tour réclament une clarification du processus de contrôle des parrainages. Pourtant, selon l'ancien député Théodore Chérif Monteil, le fichier électoral est fiable. Il y a juste une grosse part de malhonnêteté de part et d'autre. En 2021, il y a eu un audit du fichier électoral du Sénégal. Le dernier audit, le rapport est disponible sur le net et les conclusions sont très claires. Notre fichier est fiable. Il est complet. Le traitement des données biométriques sont bien faites. Dans le code électoral, il est clairement dit dans les attributions de la Sénat qu'elle doit veiller à ce que le fichier soit remis 15 jours avant le vote à l'ensemble des candidats ou listes de candidats. Aujourd'hui, tous les compétiteurs, sans exception, devraient avoir à leur disposition le fichier qui a servi aux élections législatives de 2022. C'est ça, oui. Moi, personnellement, je suis allé, dans le cadre de Art Sénégal, le récupérer pour notre coalition et je l'ai, ce fichier, je l'ai dans mon ordinateur. Ils l'ont tous. Donc, les entendre dire que l'État devrait le mettre à leur disposition, c'est vraiment un manque d'honnêteté. À jour, quand la Sénat dit que le fichier n'est pas à jour, effectivement, le fichier n'est pas à jour. Il y a 2 jours à peine, l'expert électoral Ndiaga Sylla se demandait si le paramétrage du logiciel utilisé par le Conseil constitutionnel a réellement intégré les avancées obtenues lors du contrôle des parrainages aux législatives de 2022, dont l'affectation automatique des parrains à leur région de vote. Une voix autorisée confie qu'il y a des failles et nous explique que si le fichier a été retiré du net, c'est notamment pour protéger des Sénégalais en situation irrégulière à l'étranger. Ce qu'elle propose comme solution, c'est un consensus dans la détermination du processus électoral, mais aussi l'instauration d'un service administratif indépendant pour le contrôle des parrainages. En tout cas, beaucoup de contestations par rapport au processus électoral, entre autres des noms qui ne figurent pas sur le fichier électoral et des clés USB non exploitables. Tous ces problèmes plaident-ils en faveur d'un report de l'élection présidentielle? Nous avons posé la question à des spécialistes, ils sont divisés sur la question. Boubacar Dian. 27 candidats déclarés, dont des admissibles au second tour, déposent un recours au Conseil constitutionnel. C'est pour contester ce qu'ils appellent une spoliation de leur parrainage et d'avoir été injustement écartés de la présidentielle. Mais tous ces griefs dans le processus électoral ne peuvent aucunement favoriser le report du scrutin du 25 février 2024. C'est en tout cas la conviction de Demba Gueye, analyste politique et maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le reporter des élections, c'est une décision
décision que l'on ne prend pas à la légère. C'est une décision également qui souvent est prise après une concertation entre l'opposition et la majorité présidentielle. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Reporter des élections, c'est extrêmement difficile au Sénégal parce que la Constitution a déjà fixé les délais pour organiser les élections présidentielles. Hassan Seck parle plutôt de la sincérité de l'élection à venir. Selon le chargé d'enseignement dans les universités, le problème lié à l'exploitation des données du fichier électoral peut justifier un report, mais il y aurait bien des perdants dans ce jeu d'échecs. Dans les conditions actuelles, qu'un report pourrait être favorable à l'opposition ou au pouvoir. Moi, je considère que l'opposition n'a pas intérêt à reporter les élections. Dans la mesure où on sait ce qu'ils ont pu vivre, ce qu'ils ont pu avoir comme engagement, comme combat et comme sacrifice pour arrêter un troisième mandat. En attendant d'y voir plus clair, le Conseil constitutionnel démarre à partir de demain le contrôle de parrainage des 22 candidats déclarés qui passent au second tour. 9 candidats déclarés, dont Anta Babacar Ngom, ont franchi la première étape du parrainage dès le premier tour. L'actualité politique et également judiciaire. Les 9 jeunes de l'ex-PASTEF arrêtés hier à la Médina ont été déférés au parquet ce matin. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée. Ces jeunes faisaient des visites de proximité dans le cadre de l'opération dénommée FATFIP. Le coordonnateur de la section PASTEF de la Médina dénonce ces arrestations. Ousseynou Ly précise qu'ils ont bien le droit de mener des activités pour leurs candidats Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogou Diène. Hier, nous avions prévu des visites de proximité dans la Médina. Et quand on dit visite de proximité, il n'y a pas lieu de rassemblement, il n'y a pas lieu de manifestation, ni de procession, ni de marche. Donc si nous étions dans les dispositions de tenir ces activités, les activités de ce genre, nous allions informer qui de droit. Mais on ne l'a pas fait parce que ce qui était prévu, c'était des visites de proximité. Et quand on dit visite de proximité, ça se fait dans des domiciles. Mais ce qu'on a constaté hier, on a vu des gens, nos frères et sœurs de parti qui ont été arrêtés justement parce qu'ils étaient au rond-point post-Médine en train d'attendre les autres. Quand on leur a demandé de se disperser, ils ont pris la rue Angle 16. Donc c'est à ce moment-là qu'on les a arrêtés. Mais est-ce que la loi permet à des membres d'un parti politique dissous de mener des activités sur le terrain? Il est bon à préciser que l'activité qui a été prévue hier n'a pas été planifiée avec la bannière de PASTEF, parce que nous avons appris le droit, nous connaissons le droit. Ce qui est sûr et certain, nous avons des candidats, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, et ceci nous permet de dérouler des activités comme les autres le font dans le cadre de leur parti, parce qu'ils ont des candidats, ils mènent des activités politiques sur le territoire national, ils ne leur est pas interdit ça. Et il était du devoir de l'État, à ce stade, de communiquer, de faire des campagnes de communication pour demander aux Sénégalais d'aller retirer leur carte d'électeur. Ce qu'ils n'ont pas fait et que nous avons voulu faire parce que nous avons des candidats. RFM, la radio de toute l'actualité. Les travailleurs des secteurs des pêches, agriculture et élevage décident d'observer un mot d'ordre de grève à la fin du préavis de grève qu'ils ont déposé. Aujourd'hui, ils dénoncent le comportement du directeur de la fonction publique sur ce qu'ils considèrent comme un refus de tenir des rencontres pour matérialiser la signature des fonds communs. Ils étaient devant les locaux du ministère de la fonction publique ce lundi. Voici Omar Dramé, le secrétaire administratif de l'intersyndicale des travailleurs des ministères du secteur primaire. On vient de déposer un préavis de grève au ministère de la fonction publique et de la rationalisation du secteur public pour protester par rapport à un fait que nous jugeons inacceptable et inadmissible. Parce que vous n'êtes pas censé savoir, après le protocole d'accord signé entre l'intersyndicale et le gouvernement qui stipule qu'on doit mettre en place les fonds communs du secteur primaire dans les 6 mois qui suivent la signature. Actuellement, on est à 1 an. Rien n'est encore fait dans ce sens. Nous avons véritablement donc fait 3 réunions. Un document a été produit qui donc trace toutes les niches qui devront être susceptibles de servir à remplir le fonds commun. Mais il s'est avéré que depuis 1 mois, le président de la commission, en l'occurrence le directeur de la fonction publique, refuse systématiquement de convoquer cette réunion de commission pour valider le document et instruire à l'appréciation des ministres concernés, ce que nous trouvons inacceptable et inadmissible. Et aussi nous avons interpellé le ministre en charge de la fonction publique qui est au courant, mais lui aussi il fait la sourde oreille.
Les propos d'Omar Dramé recueillis par Koumba Sandiane Faye. Et puis, la reprise des enseignements en présentiel sans le campus social. Les étudiants peinent à joindre les deux bouts. Ils font des kilomètres pour acheter à manger, par exemple. Ceux qui n'ont pas de famille à Dakar sont étranglés par les frais de transport. Les étudiants demandent aux autorités administratives de faire un petit effort. La leçon a été bien retenue d'après eux. C'est un reportage de Salimata Aou. En tout cas, cette fermeture est alarmante. Cette fermeture est vraiment difficile. Seul sur un banc, cet étudiant est assis en face de la faculté des sciences juridiques et politiques. Amadou déguste tranquillement un sandwich de spaghettis, un menu de petit déjeuner qui lui a coûté le double de ce qu'il payait au campus. Ce sandwich m'a coûté 250 en plus de l'eau aussi, 300 totalement. Et comme on est en train de réviser, on est obligé aussi de rester ici jusqu'à 18h et 19h comme ça. On est obligé aussi d'accéder à un repas de 600 comme ça. Si on n'a pas de bourse, c'est fatigant. Avec la reprise des cours en présentiel, sans le campus social, il faut faire des kilomètres pour avoir quelque chose à mettre sous la dent. Le pain que tu as acheté tout à l'heure, tu l'as acheté où? À peu près 2 km pour dem jëndi quoi. Ouais. Juste pour mën tok jang. Am bo lekul mom do mën jang aussi. Surtout lolu. Après comment tu vas faire pour le déjeuner? Le déjeuner aussi damay génn doxat jusqu'à l'extérieur pour aller acheter du manger et tout ça. Alors qu'auparavant da ngay dugg du campus social. Tu as tout à ta disposition et tout ça, tu manges à ta faim. Ceux qui ne sont pas de la capitale sont tournés vers la location. Sauf que aussi, il leur est difficile d'honorer leur engagement. Des fois, je sacrifie le petit déjeuner ou bien le repas pour pouvoir me concentrer sur mes études. Sinon, j'aurais des problèmes à payer le loyer, à manger et à payer le transport. Je viens de la région de Kaolack. Et tu loges où à Dakar? À Thiaroye Gare. Je paye à 35 000 la location. Plus le terre que je paye l'abonnement à 13 500, c'est très compliqué, c'est difficile pour nous. Les autorités administratives sont appelées à la rescousse. Les étudiants disent avoir bien retenu la leçon. Ce qui s'est passé ici, les étudiants sont dans le calvaire. Vraiment, nous prions que les autorités nous viennent en aide. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Ouverture ce lundi en Suisse du procès d'un ancien ministre de l'Intérieur de Yaya Jammeh. Un procès au nom de la justice universelle devant le tribunal fédéral de Bellinzona. Ousmane Sonko est jugé pour crime contre l'humanité. Il a été arrêté en 2017 à la suite d'une plainte d'une ONG. Pape Ibrahima Ndiaye. L'ancien premier ministre gambien sous le président Yaya Jammeh, Ousmane Sonko, est poursuivi pour crimes contre l'humanité liés à des actes de torture, d'enlèvement, de violences sexuelles et d'exécution extrajudiciaire entre 2000 et 2016. Il avait été arrêté à Berne en Suisse le 26 janvier 2017 au lendemain de la plainte déposée au pénal contre lui par le Trial International, une organisation non gouvernementale suisse. 10 personnes se sont constituées parmi les plaignantes, dont 8 victimes directes. Plusieurs organisations gambiennes et internationales voient la tenue de ce procès comme une avancée importante. Elle regrette toutefois que le procès se déroule en allemand alors que la Gambie est un pays anglophone. Human Rights Watch rappelle que la Gambie n'a vu aboutir que 2 affaires judiciaires pour des affaires de crimes contre l'humanité commises sous la présidence de Yaya Jammeh. Les victimes et le public gambien ont déjà trop attendu l'opportunité de voir la justice rendue, affirme l'organisation. En 2021, le rapport final de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a conclu que l'ancien président et ses 9 collaborateurs avaient commis des crimes contre l'humanité et appelé à les juger. Le procès d'Ousmane Sonko devrait durer environ 1 mois. Le verdict n'est pas attendu avant mars. Ousmane Sonko a été ministre de l'Intérieur en Gambie de 2006, Souleymane, à 2016. Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara appelle à sauver la transition. Pour lui, il faut aider les autorités de la transition à faire face à un certain nombre de défis majeurs qui menacent la réussite de la transition. Moussa Mara qui appelle les autorités, les Maliens à se réunir autour des autorités de la transition. Il était en conférence de presse hier à Bamako. Propos recueillis par Zanga Abdoulaye Ouattara. Nous devons sauver la transition. Cette réussite passe par le traitement approprié de 5 grands défis. Le premier défi, c'est celui de la paix au nord et ailleurs dans notre pays. La paix aujourd'hui, on ne peut l'obtenir que par le dialogue et par les discussions. Ceci pour introduire le deuxième défi, qui lui est lié au fait que nous n'avons pas suffisamment de ressources. C'est la question énergétique. Troisième défi, lié aussi à la question de l'énergie,
les difficultés économiques et financières du pays et de l'État. Autre difficulté, n'ayons pas peur de le dire, les restrictions aux libertés. Le dernier défi, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est un devoir des autorités. Et c'est à ce titre-là que le chef de l'État, dans son discours, a indiqué que la transition fera des efforts en 2024 vers le retour à l'ordre constitutionnel. Sauf qu'en indiquant cela, il n'a pas donné de date, il n'a pas fixé de chronogramme. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle se penche ce lundi sur 2 recours déposés suite à la proclamation des résultats de la présidentielle de décembre dernier. L'un émane d'un citoyen qui n'a pas participé au processus, l'autre dont des candidats malheureux. Théodore Ngoy, arrivé dernier de cette présidentielle avec 0,02% des voix. Il met en avant des irrégularités et demande l'annulation du scrutin. Selon les chiffres de la CENI, le président sortant, Félix Tshisekedi, a remporté la victoire avec plus de 73% des suffrages. La guerre Israël-Hamas, son chef militaire du Hezbollah, tué par une frappe israélienne au Liban. La frappe avait visé sa voiture dans le village de Herbet, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Selon un responsable de sécurité libanais qui s'est confié à l'agence France Presse, ce chef militaire jouait un rôle de premier plan dans la direction des opérations militaires dans le sud. Merci Georges Détié Diop, 12h bientôt 27 minutes. RFI Sport. Quelques informations sport, football local, suite et fin de la 11e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Demain mardi à Fatick, Diamono reçoit le Jaraaf de Dakar. Au classement, Teungueth FC est leader avec 18 points, suivi par Dakar Sacré-Cœur et AS Pikine. On retrouve en bas de tableau Diamono, Fatick et Diambar. Suite de la 11e journée de la Ligue de demain mardi, AS Douane croise Oslo au stade Amadou Barry. Au classement, premier Seneps, deuxième Walidan et troisième Amitié FC. Et puis un mot handball, Coupe du Sénégal chez les femmes. Djadjissar a battu Diamono de Guédiawaye sur le score de 26-25. Et chez les hommes, le Duc a surclassé l'ASFA sur le score de 33-31. Ce week-end, les finales ont lieu à Dakar Arena. L'actualité sportive dominée par la Coupe d'Afrique des Nations à suivre à la fin de cette édition. Le journal de la CAN, ce sera avec Pape Malik Diaw. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Sur la route de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions du Sénégal, le dernier galop contre le Niger cet après-midi. Les Lions du Sénégal révisent leur gamme avant la CAN titre enquête. La CAN, c'est maintenant, constate Walfatri. Sénégal-Niger, le test mena vers la Côte d'Ivoire, Bichon, l'observateur. Pour un tagato de bon augure, implore record. Stade quotidien pose le contexte sans attendre. Le Sénégal, dit le journal, croise le Niger en match de préparation de la CAN 2023. C'est lundi au stade Diamniadio. Une manière pour les Lions du Sénégal de communier avec le public sénégalais et de recueillir ses prières avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire où ils vont devoir défendre leur titre de champion d'Afrique. Le journal de poursuivre que ce dernier match amical en direction de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, prévu du 13 janvier au 11 février 2024, le Sénégal a choisi un adversaire loin d'être une foudre de guerre. L'analyste sportif Dr Mohamed Gandou dans le même journal estime que c'est une vieille méthode de jouer contre des équipes faibles pour la confiance des joueurs. Toutefois, même si cela reste un match de préparation pour les Lions, note l'analyste, les Nigérians se donneront les moyens de gagner ce match pour le prestige et accrocher les champions d'Afrique à leur tableau de chasse. Source A, de donner alors le ton, pas de place au yo-yo, corriger sévèrement le Niger pour rassurer les Sénégalais. Le journal Le Quotidien croit savoir qu'Aliou Cissé va aligner ce soir presque l'équipe type qui va devoir défendre ses couleurs devant la Gambie. Avec Pathé Ciss, Cheikh Kouyaté et Pape Gueye, le secteur de la récupération n'est pas très touché par les blessures. Par contre, Cissé devra trouver des alternatives au niveau de l'animation offensive. Et à ce niveau, constate toujours le journal, une association, Lamine Camara et Iliman Ndiaye serait intéressante. En attaque avec l'absence de Boulaïa, les solutions ne manquent pas au moment de choisir une pointe. Entre Habib
Diallo et Nicolas Jackson. Sur le chemin de la CAN, Aliou va devoir gérer donc l'équation des blessés. Le journal Les Échos parle de hantise pour Cissé, Boulaye, Nampalys Mendy et Seny Dieng absents hier du groupe. Le quotidien écrit clairement que Boulaye et Seny sont forfaits. Le Sénégal attendu, les champions d'Afrique seuls contre tous, avertit d'ailleurs le Soleil dans le groupe C qui promet de chaudes empoignades entre lions, scorpions et éléphants. Les champions d'Afrique auront fort à faire. Les candidats à la candidature devant le Conseil constitutionnel, les candidats envoyés au second tour pour régulariser leur parrainage. L'arme de Premier ministre relève du coup le quotidien après Mimi Touré. Boun Dionne se plaint, lui aussi des vérifications. Enquête parle de partie d'échec. L'info note que c'est la boule au ventre que Idriss Seck et compagnie vont se présenter au Conseil. Pour tribune, on va vers une sélection des candidats pour baliser la voie à Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yakaar. Karim Khalifa incertain avec les amendes non encore payées. Quid de Déthié Fall? Le journal Direct News note que sa participation à la présidentielle 2024 n'est pas compromise. Il est sauvé par l'article L31. Le tribunal de grande instance de Dakar, souvenez-vous, avait condamné le mardi 27 juin 2022 Déthié Fall à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour avoir bravé une interdiction de manifester. Le juge l'avait condamné en référence à l'article 95 du code pénal. L'alinéa 3 de l'article L31 dit que ce qui suit n'empêche pas l'inscription sur les listes électorales. Les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 et 95 du code pénal. Si on se fie à son dossier en appel au numéro 0464 et du fait de l'article L31 du code électoral, eh bien, le journal note que Déthié reste électeur et éligible. Et puis, dans le journal L'Info, carnet blanc, Sadio Mané s'est marié à Aïcha Tamba. Le journal Source A parle de casting parfait. Âgée de 18 ans, Aïssatou Tamba, l'heureuse élue et élève dans un collège privé à Mbao, précisément en classe de terminale. La première fois que Sadio Mané l'a vue, la nymphe n'avait que 16 ans, donc mineure. Loin de raccrocher, le numéro 10 des Lions l'a gardé en repérage le temps qu'elle devienne majeure. Le confrère note que la fille est très timide, calme, pieuse et très effacée. Elle maîtrise parfaitement bien le Saint-Coran. Son père est l'ami intime de Sana Touré, l'oncle de Sadio Mané. Bonne nuit à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse. Avant de vous quitter, je vous donne cette dernière minute. À la maison d'arrêt et de correction de Diourbel, au moins 90 personnes sont en grève de la faim ce lundi. Ils dénoncent les longues détentions préventives et veulent être jugés. À 12h33, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogu.